Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de changer un peu mon approche et de faire un enregistrement sur ce qui pourrait bien être un sujet de dissertation, mais qui est ici davantage un titre d'ouvrage. Cet ouvrage dont je vais vous parler ici est un texte peu connu de Freud, auquel Albert Einstein a participé. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un ouvrage, mais plutôt d'une correspondance entre deux éminents intellectuels du début du XXe siècle, à savoir Einstein et Freud. Cette correspondance a eu lieu dans le cadre d'une demande de la Commission internationale de coopération intellectuelle, la CICI, qui faisait partie intégrante de la structure de la Société des Nations. Le but de cette commission était de favoriser les échanges intellectuels et scientifiques entre les différents chercheurs des différents pays de l'Europe. Plus tard, cet organisme deviendra l'UNESCO, de la même façon que la Société des Nations ne survivra pas à la Seconde Guerre mondiale et sera remplacée par l'ONU dès la fin de la guerre. Je rappelle au cas où que c'est à Kant que l'on doit le développement du concept de Société des Nations. Je vous renvoie vers l'enregistrement où j'aborde cette théorie si besoin. Ces rappels historiques sont importants pour vous parler de cette correspondance entre le scientifique théoricien de la relativité et le fondateur de la psychanalyse, car il y en a clairement un qui possède un certain espoir dans l'Organisation internationale des nations pour éviter la guerre. Il s'agit ici d'Einstein, là où Freud ne semble nullement convaincu par celle-ci. Einstein et Freud avaient déjà eu l'occasion de se côtoyer et d'échanger, malgré les réserves d'Einstein à propos de la psychanalyse, notamment concernant ses vertus et son utilité. Ce dernier finit tout de même par concéder de la valeur aux travaux de Freud. Si Einstein se tourne vers Freud, c'est parce qu'il a une certaine estime pour l'intellectuel et qu'il est profondément préoccupé par la tournure des événements qui précèdent, on le sait déjà, ce qui sera la Seconde Guerre mondiale. Dès le début de sa lettre, Einstein développe des obstacles psychologiques qui lui semblent étrangers, puisque c'est pas son gros domaine, la psychologie, et donc il espère que Freud parviendra à dépasser ces obstacles via une approche non politique qui serait la sienne. Ce qui est très intéressant avec ce texte, et c'est aussi en partie pour ça que j'ai voulu vous en parler, c'est que c'est vraiment un texte de philo politique de la part de Freud, alors que bon, c'est pas vraiment son domaine habituellement, donc on va voir ça après. Einstein évoque divers obstacles, empêchant la collaboration pacifiste des nations, à savoir le fait que le tribunal international chargé d'arbitrer les conflits ne soit pas suffisamment fort et que son autorité soit fragile. En effet, la Société des Nations tire sa force, en théorie, comme dans le pacte social de Hobbes, de l'abandon des États à une partie de leur souveraineté, à une partie de leur force. Or, c'est bien loin d'être le cas, nul État n'accepte de s'en remettre totalement à l'autorité d'une juridiction au-dessus d'elle, alors même que c'est cet abandon qui permettrait la paix durable entre les nations. Einstein dit à ce propos « Nous sommes actuellement fort loin de détenir une organisation supra-étatiste qui soit capable de conférer à son tribunal une autorité inattaquable et de garantir la soumission absolue à l'exécution de ses sentences. Et voici le premier principe qui s'impose à mon attention. La voie qui mène à la sécurité internationale impose aux États l'abandon sans condition d'une partie de leur liberté d'action. En d'autres termes, de leur souveraineté. Et il est hors de doute qu'on ne saurait trouver d'autre chemin vers cette sécurité. » Fin de citation. On comprend bien ici que si l'on veut éviter un conflit d'ordre mondial d'après Einstein, c'est la notion même d'intérêt particulier qui doit être évacuée en tant qu'intérêt égoïste qui viserait à agir indépendamment des intérêts d'une autre puissance. L'ensemble des actions des différents pays devrait être coordonné par une instance nationale, mais cette instance est trop faible pour y parvenir. À l'origine de cette impossible paix internationale se trouve un
appétit politique de puissance, selon l'expression d'Einstein. Chaque État possède un appétit de pouvoir qui lui empêche de vouloir voir diminuer sa propre souveraineté. Une autre difficulté se rajoute en examinant une petite catégorie de personnes influentes présentes dans chaque État pour laquelle la guerre présente un motif économique intéressant par le développement de l'armement et le trafic des armes notamment. Einstein avait déjà vu qu'il y aurait toujours une petite clique de pourris qui ferait tout pour que la guerre soit déclenchée, parce que vous comprenez, c'est toujours un business juteux. Einstein pense également que chaque État possède les moyens de manipuler le peuple pour lui faire croire que la guerre est nécessaire en instrumentalisant les différents médiums par lesquels se forme l'esprit. Donc pourquoi la guerre ? Parce que l'État derrière fait en sorte que les esprits de la masse soient manipulés de telle sorte à lui faire accepter l'inacceptable. Donc par le biais des journaux, des organisations religieuses et des écoles, même d'après Einstein, l'État favorise la venue de la guerre. Donc la piste d'Einstein repose ici, comme on le voit, sur un conditionnement exercé par une élite au sein même des moyens par lesquels l'esprit se forme en société. En effet, si une petite élite assoiffée de pouvoir et d'argent disait au peuple de simplement « aller mourir », quand vous dites à quelqu'un va mourir ou allez mourir, normalement la personne ne va pas vraiment mourir, elle est bien consciente que c'est agressif de votre part, mais là il suffit de dire allez mourir après avoir opéré un conditionnement pour que ça passe. Donc il s'agit simplement de dire au peuple d'aller mourir, mais en supposant au préalable que faire la guerre, ça serait une bonne chose. Ce qui n'est évidemment pas évident et ne va pas du tout de soi pour toute personne un tant soit peu équilibrée psychologiquement. Enfin quand même, il s'agit d'aller tuer des gens qu'on connaît pas pour quelqu'un qui nous dit de le faire pour lui. Ça va pas du tout de soi, donc il faut supposer qu'il y a un conditionnement préalable. On peut pas envoyer une personne saine d'esprit tuer quelqu'un comme ça. Donc c'est là que Einstein fait un appel du pied dans la direction de Freud. Les facteurs sociaux et le conditionnement médiatique et politique ne suffisent pas à expliquer la volonté du peuple de partir en guerre au risque de mettre sa vie en péril. Parce que même en prenant en compte cette caractéristique dont je viens de parler, on comprend toujours pas, on se dit mais comment c'est possible que la guerre ait lieu vouloir tuer des personnes que l'on ne connaît pas au risque d'y laisser sa propre vie, ça ne va pas de soi évidemment. Donc il y a nécessairement quelque chose d'irrationnel que le peuple doit posséder en lui et qui lui fait franchir le pas vers la destruction de l'autre, qui est le but de la guerre. D'ailleurs, Einstein n'hésite pas à utiliser dans le texte le mot latent, qui fait référence au vocabulaire de Freud, puisqu'il l'a bien lu ce dernier. Donc ce qui est latent, c'est ce qui est contenu, c'est ce qui ne se manifeste pas encore en tant que tel. Cet élément serait un besoin de haine et de destruction, d'après Einstein, qui, en surgissant, donnerait lieu à une psychose collective. Donc c'est un état de psychose collective qui engendrerait le fait de partir en guerre. L'homme posséderait en lui, ainsi que Freud l'avait d'ailleurs théorisé dans son ouvrage Malaise dans la civilisation, une bonne dose d'agressivité, et celle-ci, contenue à l'état latent en temps normal, surgirait lorsqu'une forme d'obsession collective pour la destruction de l'autre est entretenue. Dans la guerre, le désir de violence et de destruction de l'homme ressurgit et prend le pas sur toute forme de dressage qui serait initialement permis par la civilisation. Ainsi, Einstein, tout en identifiant les problèmes politiques récurrents empêchant la bonne entente durable entre les nations, admet que quelque chose d'étranger à un cadre strictement scientifique ou à quelques observations politiques conditionne le développement de la guerre. Cette chose qui rend la guerre inévitable, cet instinct de destruction et de haine, peut-il être contrecarré ? Quelle solution le psychanalyste, qui a théorisé les pulsions Eros et Thanatos comme pulsions primordiales du psychisme humain, a-t-il à répondre à cela ?
Évidemment, je vais rappeler rapidement ce que sont ces pulsions, mais je rappelle au cas où que j'en ai déjà parlé ailleurs. Si vous voulez plus de détails sur ce point, je vous renvoie à mon enregistrement sur les rapports entre culture et nature chez Freud. La réponse de Freud va avoir lieu en plusieurs temps, et ce sera lui qui développera réellement les positions philosophiques les plus élaborées. Parmi celles-ci, il y en a un certain nombre que beaucoup s'empresseront de qualifier de pessimistes. Freud précise tout d'abord qu'il considère le lien entre droit et force comme un très bon point de départ, mais il préfère parler de lien entre droit et violence, car la violence possède une dimension destructrice et dangereuse que la force en tant que telle n'a pas. Force et violence ne sont évidemment pas, à strictement parler, des synonymes, et justement, le terme de violence pour Freud paraît plus adéquat, parce que dans la violence, il y a immédiatement un recours à la force qui vise la destruction de l'autre. Donc selon Freud, le droit est une violence ayant fini par s'imposer face à une autre par la force du nombre. Freud distingue deux formes de violence. La première est brutale ou primitive, et la seconde intellectuellement étayée dans le texte. Donc la violence primitive et brutale repose sur la volonté de domination d'un adversaire par la seule force musculaire. Elle deviendra intellectuellement élaborée à partir du moment où des armes rentreront en jeu, car elle exigera une certaine habileté et fera davantage appel à l'intellect et à la stratégie pour vaincre un adversaire. La violence, dans sa finalité, vise la suppression d'un conflit en supprimant l'adversaire avec lequel le conflit a lieu. Elle peut aussi, de façon moins brutale, avoir pour finalité la mise en esclavage de l'adversaire. Une fois les lois de la communauté fixées par l'union des personnes cherchant à se prémunir de la violence, ceux-ci doivent veiller en permanence à ce que les règles permettant à la violence de rester sous contrôle soient respectées en s'arrogeant un droit exclusif de recours à la violence pour endiguer la violence de quelques-uns qui pourraient faire obstacle à une vie paisible en communauté. Toutefois, les relations hiérarchiques imposées afin d'établir un ordre en communauté, il n'y a d'ordre que là où il y a hiérarchie, ça paraît évident, la revendication d'une plus grande égalité, justement, entraînera toujours de nouveau le retour de la violence, notamment les révoltes civiles ayant pour but de renverser le pouvoir en place. Donc, même si on quitte, on va dire, le plan international et qu'on se recentre sur un pays de manière individuelle, on constate que la violence, elle a tendance à revenir aussi. Il y a un équilibre entre même membres d'une communauté qui est toujours fragile. Par conséquent, la difficulté entre pays étrangers à s'entendre sans recours à la violence est d'autant plus grande. Bah oui, parce qu'au moins, entre membres d'une même communauté, il y aurait une certaine forme de familiarité ou de solidarité. Alors vous imaginez bien qu'entre pays voisins qui n'ont peut-être même pas grand-chose de commun, ça paraît encore plus dur de maintenir l'absence de conflit. Donc je cite: « En ce qui concerne notre époque, la même conclusion s'impose à laquelle vous avez abouti par un plus court chemin. Il n'est possible d'éviter à coup sûr la guerre que si les hommes s'entendent pour instituer une puissance centrale, aux arrêts de laquelle on s'en remet dans tous les conflits d'intérêts. En pareil cas, deux nécessités s'imposent au même titre, celle de créer une semblable instance suprême et celle de la doter de la force appropriée. Sans la seconde, la première n'est d'aucune utilité. Or, la Société des Nations a bien été conçue comme autorité suprême de ce genre, mais la deuxième condition n'est pas remplie. La Société des Nations ne dispose pas d'une force à elle et ne peut en obtenir que si les membres de la nouvelle association, les différents États, la lui concèdent. Et il y a peu d'espoir pour le moment que la chose se produise. » Fin de citation. Le problème de la Société des Nations, c'est donc son absence de force suffisante pour tenir en respect les pays qui la composent, faute d'une soumission totale de chaque pays appartenant à cette dernière. Oui, puisque la Société des Nations, à la base, c'est une association. C'est l'association de tous les pays d'Europe pour éviter le conflit. Donc, c'est pas un organisme indépendant qui irait légiférer et permettre l'application du droit
tout seul, sans tenir compte de la soumission des uns et des autres qui font partie intégrante de cette puissance. Donc sur le papier, l'idée d'une union des nations était bonne, mais la tendance nationaliste des différents pays, à l'époque l'Allemagne sur le point d'être nazie en tête, ne pouvait permettre une paix durable. Exiger une plus grande souveraineté, c'est nécessairement concéder qu'une partie de sa puissance ne nous appartienne pas. Or, le bien de la nation finit toujours par se réimposer comme une évidence pour certains pays, et ce nationalisme, malheureusement, devient alors responsable de nouveaux maux. C'est ce que nous dit Freud dans l'extrait suivant. À notre époque également, il n'est aucune idée à qui l'on puisse accorder une telle autorité conciliatrice. Les idéaux nationaux qui gouvernent aujourd'hui les peuples, la chose n'est que trop claire, poussent à l'acte d'opposition. Il ne manque pas de gens pour prédire que seule la pénétration universelle de l'idéologie bolchevique pourra mettre un terme aux guerres, mais nous sommes de toute manière encore fort loin d'un tel aboutissement, et peut-être n'y saurait-on parvenir qu'après d'effroyables guerres civiles. Il semble donc que la tentative consistant à remplacer la puissance matérielle par la puissance des idées se trouve pour le moment encore vouée à l'échec. On commet une erreur de calcul en négligeant le fait que le droit était, à l'origine, la force brutale et qu'il ne peut encore se dispenser du concours de la force. Fin de citation. Ici, Freud identifie une erreur responsable de mauvais diagnostics pour solutionner le problème de la guerre entre nations, le fait de considérer le droit comme le résultat d'un processus rationnel. En effet, si les hommes pouvaient songer à l'intérêt commun en toutes circonstances, par un effort de délibération collectif, et songer à l'intérêt de l'humanité prise dans son ensemble, sans s'arrêter aux intérêts de sa propre patrie, alors la force des idéaux humanistes ou même bolcheviques, fondés sur la plus stricte égalité, suffirait pour empêcher la guerre. Mais alors, pourquoi la guerre, puisqu'après tout c'est le titre du bouquin. Pourquoi se répète-t-elle ? Parce que le droit n'a pas une origine rationnelle. Donc on a déjà ici un indice. Il n'est pas le produit de la sagesse ou de la raison humaine, mais d'une forme de violence organisée par un pouvoir répressif et collectif qui a fini par s'imposer, comme on l'a dit précédemment, en étouffant une violence destructrice qui empêchait toute cohabitation paisible. Par conséquent, l'équilibre est nécessairement fragile si l'on s'en remet à la simple autonomie ou sagesse des dirigeants, par exemple, en matière de respect du droit international, ou si on oublie que seuls les rapports de force permettent l'application ferme du droit et faute d'une force de coercition suffisante au plan international qui contraigne un pays avec un homme furieux et dangereux à sa tête d'arrêter de faire des siennes. La guerre mondiale nous pendra alors au nez, si ces conditions-là ne sont pas réunies. Donc si on résume, il y a une forme de violence réprimée par les lois qui assure le bon fonctionnement de toute société, mais sa dimension instinctive à cette violence ne semble pas pouvoir être supprimée. En tout cas, elle est réfrénée, mais elle est réfrénée par autre chose. Elle n'est pas réfrénée par autre chose qu'une force, lui faisant une opposition suffisamment violente. Donc Freud va-t-il alors nous donner la solution en admettant qu'il la possède ? En suivant la suite du texte, on voit bien que Freud veut plutôt aller au fond des choses et donner une portée à son analyse politique, une portée psychologique en s'appuyant de nouveau sur deux concepts centraux de sa théorie, les pulsions Eros et Thanatos. La première pulsion érotique liée à la recherche du plaisir, la seconde pulsion de mort liée à la recherche de la destruction. Ces deux pulsions sont primaires et fondamentales et au cœur de notre inconscient pour Freud. Elles permettent d'expliquer un grand nombre de nos sentiments et de nos états psychiques. Je cite « Nous admettons que les instincts de l'homme se ramènent exclusivement à deux catégories. D'une part, ceux qui veulent conserver et unir, nous les appelons érotiques, exactement au sens d'éros dans le banquet de Platon, ou sexuels, en donnant explicitement à ce terme l'extension du concept populaire de sexualité. D'autre part,
Ceux qui veulent détruire et tuer, nous les englobons sous les termes de pulsions agressives ou pulsions destructrices. Ce n'est en somme, vous le voyez, que la transposition théorique de l'antagonisme universellement connu de l'amour et de la haine, qui est peut-être une forme de polarité d'attraction et de répulsion qui joue un rôle dans votre domaine. Mais ne vous faites pas trop rapidement passer aux notions de bien et de mal. Ces pulsions sont tout aussi indispensables l'une que l'autre. C'est de leur action conjuguée ou antagoniste que découlent les phénomènes de la vie. Or, il semble qu'il n'arrive guère qu'un instinct de l'une des deux catégories puisse s'affirmer isolément. Il est toujours lié, selon notre expression, à une certaine quantité de l'autre catégorie qui modifie son but, ou, suivant les cas, lui en permet seul l'accomplissement. Ainsi, par exemple, l'instinct de conservation est certainement de nature érotique, mais c'est précisément ce même instinct qui doit pouvoir recourir à l'agression s'il veut faire triompher ses intentions. De même, l'instinct d'amour, rapporté à des objets, a besoin d'un dosage d'instinct de possession s'il veut en définitive entrer en possession de son objet. Et c'est précisément la difficulté qu'on éprouve à isoler les deux sortes d'instincts dans leur manifestation, ce qui nous a si longtemps empêché de les reconnaître. Fin de citation. Il y a un antagonisme d'amour et de haine qui était déjà, pour un présocratique comme Empédocle, de principes primordiaux responsables de ce qui se déroule dans l'univers. Freud applique cela à l'échelle de la psychanalyse, en montrant que l'amour et la haine ont tous deux des degrés plus ou moins forts et sont mélangés de manière parfois complexe, de manière à favoriser plutôt l'une ou l'autre tendance en nous. Par exemple, l'agressivité peut prendre le pas chez le garçon impatient qui ne parviendrait pas à réfréner sa pulsion érotique et libidinale, tandis que l'instinct d'amour nous fait prendre soin de nous et de choses qui contribuent à ce soin en dépit de nos envies de violence passagère. Il est en effet bien rare qu'un individu commette un acte strictement libidinal sans aucune forme d'agressivité ou un acte strictement froid et cruel sans qu'aucun désir de possession ou motif de l'ordre de la conservation n'entre en jeu pour Freud. Il ne s'agit pas du gentil amour et de la mauvaise haine. La théorie de Freud n'est d'ailleurs pas morale, c'est pas du manichéisme, c'est certain, puisque cette théorie propose de reconsidérer ce qu'il y a d'instinctif chez l'homme et contre lequel il ne peut rien, puisque ce sont les règles conformes à la civilisation qui empêchent à Eros ou à Thanatos de se dévoiler trop crûment et sans aucune nuance à nos yeux. On peut toutefois remettre en question le fait que la culture suffise à vaincre la pulsion de violence inhérente à l'homme, bien que Freud ait déjà présenté celle-ci comme le seul garde-fou possible face au danger que l'homme représente pour lui-même. En effet, dans l'extrait qui va suivre, Freud considère que, justement, la violence humaine prend elle aussi un cours spirituel adapté à sa nature qui se différencie ainsi de la violence primitive de l'animal par seul instinct de conservation. Je cite « En excitant ses penchants à la destruction par d'autres tendances érotiques et spirituelles, on leur donne naturellement le moyen de s'épancher plus librement. Parfois, lorsque nous entendons parler des cruautés de l'histoire, nous avons l'impression que les mobiles idéalistes n'ont servi que de paravent aux appétits destructeurs. En d'autres cas, s'il s'agit par exemple des cruautés de la Sainte Inquisition, nous pensons que les mobiles idéaux se sont placés au premier plan, dans le conscient, et que les mobiles destructeurs leur ont donné dans l'inconscient un supplément de force. Les deux possibilités sont plausibles. » Fin de citation. Ce passage est vraiment intéressant car il déjoue le fait que la culture en un sens universel puisse être un obstacle à la violence et puisse empêcher la guerre, étant donné que les mobiles spirituels prolongent potentiellement la pulsion de violence de l'homme qui lui donne l'envie de détruire l'autre. Ici, il est possible d'envisager que le motif intellectuel soit une sorte d'apparence servant à masquer la violence des pulsions qui habitent l'individu. Après tout,
Nietzsche ne disait-il pas déjà dans son ouvrage Le crépuscule des idoles que les théologiens étaient empreints d'un instinct de domination lorsqu'ils arboraient leur morale, si pure et si culpabilisante? Ici, Freud reprend le même principe, mais lui donne une contenance particulière dans sa psychanalyse, puisque les inquisiteurs du Moyen-Âge, qui, pour rappel, pratiquaient la torture sur ceux qui soupçonnaient d'hérésie, eh bien, tous ceux qui ont mené des guerres ou des conflits violents envers leurs prochains au nom de Dieu, on peut constater qu'ils l'ont fait à cause d'un instinct de violence. Dieu ou l'évangélisation des hérétiques ou des païens n'étaient que des prétextes pour rendre la chose plus noble, plus présentable et acceptable pour les croyants. Il n'y a rien de pire qu'une idéologie violente qui se part de la vertu, qui est justement n'a rien d'une pulsion en apparence, et qui a racine justement dans une pulsion paradoxalement, parce que les gens qui sont conditionnés par cette idéologie vont faire des horreurs parce que c'est le bien, vous comprenez? Bon. Donc lorsqu'une idéologie, quelle qu'elle soit, donne lieu à la haine et à la surenchère, dans le désir de détruire quelqu'un, il est toujours de bon ton de se demander si ce qui se cache derrière ne sent pas effectivement très mauvais. La force de la destruction, en acte, va prendre d'autant plus d'ampleur que la spiritualité et la noblesse des mobiles qui va l'animer sera grande. On imagine et on mesure mieux à quel point une idéologie comme le nazisme était dangereuse par la grandeur spirituelle dont elle se réclamait. La pureté de la race et la grandeur du peuple allemand, en voilà des motifs qui ont su exalter les instincts les plus violents qui soient lors de la Seconde Guerre mondiale. La guerre apparaît donc comme une nécessité instinctive lorsque la vie humaine, dans son développement, cherche à se développer de manière violente au détriment d'autres êtres humains et invoque pour cela des motifs rationnels et spirituels qui viendront prendre davantage le pas sur ce qui apparaît comme étant acceptable. Ces motifs-là vont rendre davantage acceptable la violence. La propension à la violence et au conflit, que cela soit entre individus ou entre pays, va dépendre par conséquent de la capacité au refoulement de cette pulsion de destruction dont parle Freud lorsqu'il dit, je cite, « Avec une petite dépense de spéculation, nous en sommes arrivés à concevoir que cette pulsion agit au sein de tout être vivant et qu'elle tend à le vouer à la ruine, à ramener la vie à l'état de matière inanimée. Un tel penchant méritait véritablement l'appellation d'instinct de mort, tandis que les pulsions érotiques représentent les efforts vers la vie. L'instinct de mort devient pulsion destructrice par le fait qu'il s'extériorise à l'aide de certains organes contre les objets. L'être animé protège pour ainsi dire sa propre existence en détruisant l'élément étranger. Mais d'une part, l'instinct de mort demeure agissant au-dedans de l'être animé, et d'autre part, nous avons tenté de faire dériver toute une série de phénomènes normaux et pathologiques de cette réversion intérieure de la pulsion destructrice. Fin de citation. C'est donc une nécessité naturelle et biologique pour un corps vivant de chercher à détruire ce qui lui fait obstacle. Elle est la réponse agressive de l'organisme lorsque les efforts vers la vie ne parviennent pas à leur terme et sont entravés par un autre organisme. Il y a donc quelque chose d'instinctif derrière la guerre, quelque chose d'enfoui que nous nous efforçons d'effacer autant que possible. Nous considérons généralement la paix comme la norme, et pourtant c'est bien la guerre qui est la chose la plus naturelle. C'est ça qui est très dérangeant dans ce texte et que Freud nous rappelle ici, si bien que nous devons lutter contre cet aspect primitif de notre nature pour conserver la paix. D'où le propos de Freud allant en ce sens. Cela peut servir d'excuse biologique à tous les penchants haïssables et dangereux contre lesquels nous luttons. Force nous est donc d'avouer qu'ils sont plus près de la nature que la résistance que nous leur opposons et pour laquelle il nous faut encore trouver une explication. On constate donc que Freud ne propose pas réellement de solution pour éviter la guerre. Il dira d'ailleurs par avance que Einstein sera nécessairement déçu par sa réponse. Toutefois, il est faux de prétendre que Freud, à l'inverse d'Einstein, serait un belliciste, une personne qui appelle la guerre de ses voeux.
Il s'agit plus d'une posture réaliste et désabusée concernant Freud, qui explique la tendance politique des États à rentrer en guerre à partir de ses propres théories. Il y a toujours une esquisse de solution que dresse Freud cependant, à un instant donné vers la fin de la correspondance, solution qui, par certains aspects, ferait un peu penser à l'idéal aristocratique platonicien. Je cite: L'état idéal résiderait naturellement dans une communauté d'hommes ayant assujetti leur vie instinctive à la dictature de la raison. Rien ne pourrait créer une union aussi parfaite et aussi résistante entre les hommes, même s'ils devaient pour autant renoncer aux liens de sentiment les uns vis-à-vis des autres. Mais il y a toute chance que ce soit là un espoir utopique. Fin de citation. En effet, je précise que juste avant ce petit extrait, Freud observe un phénomène bien connu qui correspond à certaines observations ayant inspiré plus tard le film Idiocratie. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais le point de départ fait un peu penser au constat de Freud. La population tendrait à voir les personnes supérieurement intelligentes diminuer, ou en tout cas, pour Freud, il y aurait au minimum une stagnation. Le film Idiocratie va plus loin en les faisant disparaître, ce qui est peut-être un peu exagéré. Donc, en tout cas, pour Freud, il y a effectivement beaucoup plus de reproduction du côté de ceux qui ont un intellect peu raffiné, hein, les couches de la population qui sont les moins instruites. De fait, la proportion de personnes savantes et cultivées posséderait un plus grand contrôle sur leurs pulsions et leur intellect, et celle-ci n'est pas destinée à devenir une majorité ou à commander nécessairement les autres hommes du fait qu'ils soient moins productifs en termes de génération. Évidemment, ça reste une généralité, il y a toujours des contre-exemples, mais dans la mesure où des personnes cultivées à l'intellect développé ont une meilleure maîtrise de leur vie psychique, il serait préférable que ce soit ces personnes qui imposent une forme de dictature de la raison aux autres et forcent durablement ceux-ci à rester en paix avec leurs prochains. Cependant, c'est utopique, et à cause de la petite minorité d'intellectuels qui composent l'humanité, il y a très peu d'Einstein, de Freud ou tout simplement de personnes dont le niveau intellectuel se situe ne serait-ce que 10 étages en dessous, on peut être sûr que l'on tombera toujours sur des idiots ou des chefs d'État bellicistes, prêts à envoyer leur peuple se faire descendre pour des motifs divers et variés, y compris quand ils pourraient simplement se montrer plus prudents et éviter de se mêler de conflits qui les dépassent. Il n'y a pas de vraie solution miracle d'après Freud, mais on s'en doutait déjà. Toutefois, le problème vient en profondeur du fait que l'homme veuille au plus profond de lui la guerre, chose qui semblera toujours haïssable et répugnante pour l'homme civilisé. C'est le sens de la question provocante que Freud soumet à Einstein par la suite. Après tout, voulons-nous réellement la paix ? Je cite : « Mieux vaudrait s'efforcer pour chaque cas particulier d'affronter le danger avec les moyens qu'on a sous la main. Je voudrais cependant traiter encore un problème que vous ne soulevez pas dans votre lettre et qui m'intéresse spécialement. Pourquoi nous élevons-nous avec tant de force contre la guerre, vous et moi, et tant d'autres avec nous ? Pourquoi n'en prenons-nous pas notre parti comme de l'une des innombrables vicissitudes de la vie ? Elle semble pourtant conforme à la nature, biologiquement très fondée, et pratiquement presque inévitable. » Et plus loin, Freud ajoute « Parce que tout homme a un droit sur sa propre vie, parce que la guerre détruit des vies humaines chargées de promesses, place l'individu dans des situations qui le déshonorent, le force à tuer son prochain contre sa propre volonté, anéantit de précieuses valeurs matérielles, produits de l'activité humaine, etc. » On ajoutera en outre que la guerre, sous sa forme actuelle, ne donne plus aucune occasion de manifester l'antique idéal d'héroïsme, et que la guerre de demain, par suite du perfectionnement des engins de destruction, équivaudrait à l'extermination de l'un des adversaires, ou peut-être même des deux. Fin de citation. Ce n'est pas parce que la guerre est naturelle et qu'elle est ancrée dans la nature de l'homme au plan biologique qu'elle est souhaitable, car chaque vie apparaît comme précieuse. La guerre apparaît comme l'anéantissement de ce que toute vie humaine a à apporter aussi bien pour celui qui la possède
que pour chaque membre de la communauté à laquelle il appartient. La guerre ne se contente pas de détruire les hommes, elle détruit aussi parfois des monuments ou des choses d'une beauté folle qui ont été construites par l'homme, ce qui, pour l'esthète, en délaissant le point de vue moral, est déjà en soi insupportable. Freud tient un propos légèrement provocateur en allant jusqu'à dire que la guerre devrait paraître insupportable pour l'homme cultivé et pacifiste, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique, car elle ne donne lieu qu'à la laideur de la destruction. Passé un certain degré de raffinement, on ne devrait même plus avoir besoin de la morale pour trouver la violence haïssable. Là encore, l'ombre de Platon n'est pas très lointaine quand on sait que celui-ci faisait coïncider la justice d'une action avec sa beauté, même si évidemment Freud dit que la laideur de la guerre devrait déjà en soi être un motif pour la réprouver. Donc la guerre devrait susciter la réprobation, non seulement pour la morale, mais également d'un point de vue esthétique. Ne serait-ce que parce qu'avec les nouveaux moyens de destruction dont dispose l'humanité, elle n'a plus rien de noble ou d'élégant. Il ne s'agit plus d'aller se confronter physiquement au corps à corps avec des adversaires armés de lances comme au temps héroïque de l'Antiquité grecque, par exemple, mais d'éliminer d'aussi loin que possible un adversaire avec une arme à feu, voire d'appuyer sur un bouton pour faire beaucoup de dégâts d'un seul coup, avec une force de frappe nucléaire dont les conséquences ne donnent lieu à rien de beau ou de grand, que ça soit au plan moral ou esthétique. Malgré cette vision cynique, élitiste et pleine de désillusions, Freud, insistons là-dessus, n'est pas un penseur qui admire la guerre ou l'encourage. Il se range lui aussi du côté des pacifistes avec Einstein et dit la chose suivante. Je crois que le motif essentiel pourquoi nous nous élevons contre la guerre, c'est que nous ne pouvons faire autrement. Nous sommes pacifistes parce que nous devons l'être en vertu de mobiles organiques. Il nous est désormais facile de justifier notre attitude par des arguments. Fin de citation. Si la guerre apparaît donc comme une nécessité biologique d'un certain point de vue, elle n'est pas pour autant souhaitable en vue de ces mêmes motifs biologiques. Celui qui conçoit la violence comme nécessité ne veut pas pour autant subir cette violence. Mais au-delà de ça, celui qui condamne la violence la condamne également en raison de sa propre nature individuelle, en raison des effets louables que la culture a exercés sur son esprit, censurant de manière forte tout penchant à l'agression. En ce sens, Freud réaffirme le rôle fondamental que joue la culture dans l'affaiblissement des pulsions guerrières chez l'homme, je cite « Au nombre des caractères psychologiques de la culture, il en est deux qui apparaissent comme les plus importants, l'affermissement de l'intellect, qui tend à maîtriser la vie instinctive, et la réversion intérieure du penchant agressif, avec toutes ses conséquences favorables et dangereuses. Or, les conceptions psychiques vers lesquelles l'évolution de la culture nous entraîne se trouvent heurtées de la manière la plus vive par la guerre, et c'est pour cela que nous devons nous insurger contre elle. Nous ne pouvons simplement plus du tout la supporter. » Fin de citation. La culture a donc un double effet louable, c'est qu'elle renforce d'un côté l'intellect qui permet une meilleure maîtrise de ses pulsions et un plus fort éloignement vis-à-vis de ce qui est primitif et violent, car l'esprit prend davantage goût au spirituel et s'éloigne de la barbarie. Là, évidemment, il ne va pas s'agir de quelque chose de spirituel qui aurait un arrière-fond destructeur, hein. Il s'agit vraiment de la culture qu'on pourrait qualifier d'humaniste, parce que c'est vrai que on pourrait toujours dire, mais pourtant, Freud, il a dit que les motifs intellectuels servaient de paravent à un fond haineux. Oui, mais bon, là, je pense qu'il faut considérer la culture, ici, dans sa forme humaniste, qui s'adresse à tous et qui, justement, permet l'ouverture à ce qui fait la beauté et la grandeur de l'humanité, hein. D'autre part, l'éducation et la discipline de l'esprit, favorisées par la culture, permettent le refoulement des pulsions contraires à la vie en société, et notamment celle de mort et de destruction, refoulement qui peut sembler avantageux dans un premier temps, mais qui peut toutefois entraîner également des névroses dangereuses. C'est pour ça que Freud rappelle qu'il y a aussi un côté dangereux. Comme on le sait déjà, hein, lorsque le refoulement ne fonctionne plus très bien,
et que la résistance à la violence devient plus faible à mesure que le désir d'agression monte en intensité. En définitive, les hommes sont attirés de façon nécessaire et instinctive vers la violence, car la vie humaine ne se développe primitivement que par la domination et l'agression. Celle-ci est alors enfouie et réprimée par les lois et l'abandon d'une partie de ses pulsions. Cependant, cet abandon n'est jamais que momentané et surtout de proportions inégales selon les individus. Un gouvernement de sages ayant pu, par la culture, délaisser leur penchant destructeur est une hypothèse séduisante mais utopique. Toutefois, si la guerre semble sans cesse revenir, le fait de contribuer autant que possible au développement de la culture est une nécessité, car elle seule peut, par la valorisation de ce qui est commun et humain, permettre à l'homme de délaisser son penchant à la destruction primitive. La tendance à l'agression et à la guerre est une donnée instinctive et impossible à supprimer. Toutefois, la culture et la crainte de la destruction, tout en n'étant pas des solutions parfaites, permettent d'espérer des lendemains meilleurs où la paix sera de nouveau amenée à durer. La formation de l'esprit et le refoulement des pulsions, entraînant le rejet instinctif de la violence, s'apparentent comme étant une solution imparfaite, mais c'est également la seule dont nous disposons, raison pour laquelle il faut tout faire pour contribuer à la favoriser et à la développer du mieux possible. Je vous laisse à présent sur cette dernière citation de Freud, et je vous dis à une prochaine fois. Et maintenant, combien de temps faudra-t-il encore pour que les autres deviennent pacifistes à leur tour ? On ne saurait le dire, mais peut-être n'est-ce pas une utopie que d'espérer dans l'action de ces deux éléments, la conception culturelle et la crainte justifiée des répercussions d'une conflagration future, pour mettre un terme à la guerre dans un avenir prochain. Par quel chemin ou détour, nous ne pouvons le deviner. En attendant, nous pouvons nous dire, tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre.